Bonjour, bienvenue dans la correction de l'examen national 2024. Aujourd'hui, nous avons décidé de corriger la pathologie obstétricale. Alors, sans plus tarder, nous allons vite rentrer dans le sujet. Le sujet nous dit quoi? On commence par le cas clinique, étude des cas. Vous recevez en urgence au cours de votre garde au CESCOM central de Kolokani une femme de 28 ans multipare, enceinte de 36 semaines d'aménorrhée dans un tableau de métrorragie abondante faite de sang noirâtre et de couleur abondante et de douleurs abdominales intenses, de survenue brutale. À l'examen clinique, vous constatez un utérus dur, douloureux, tonique qui augmente de volume. Elle est à son troisième geste et n'a subi aucun choc traumatique, mais elle est diabétique et hypertendue à la fois. Alors ici, le diagnostic est clair, très clair, mais on va rentrer dans les questions de cours. Alors on nous dit quoi? Citez dans le texte 3 signes cliniques. On nous dit en question 1. Quelle est votre suspicion de diagnostic? 2. Citez dans le texte 3 signes cliniques qui vous permettent de confirmer votre diagnostic. 3. Quelles sont les 2 principales complications de cette maladie, de cette pathologie? C'est la même chose. 4. Décrivez la conduite à tenir face à cette pathologie avant les signes de gravité. Alors, dans étude des cas ici, alors bien sûr, le diagnostic évoqué est hématome rétroplacentaire ou également appelé HRP. D'accord? Dans d'autres cas aussi, vous pouvez dire décollement prématuré du placenta normalement inséré. Alors, le sigle c'est DPPNI. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous pouvez également dire hématome rétroplacentaire. Ça marche, vous avez vos points. D'accord? En question 2, on nous demande de citer dans le texte 3 signes. Alors, avant de rentrer dans la question 2, alors quels sont c'est-à-dire les arguments qui nous montrent que le diagnostic est hématome rétroplacentaire? Alors, il faut d'abord noter que la grossesse, il est à 36 semaines d'aménorrhée. D'accord? La métrorragie, elle est noirâtre et abondante. Et on sait comment que, c'est-à-dire que c'est HRP parce que la couleur du sang, elle est noire. Ça veut dire que le sang a stagné quelque part, probablement dans l'utérus. Voilà. Donc, ça se passe très généralement dans HRP. C'est signe pathognomique, on peut dire ça. Mais c'est pas ça seulement. On nous dit également que la douleur abdominale, elle est brutale et intense. D'accord? L'utérus est dur, tonique et douloureux. Non seulement la grossesse, elle est à 36 semaines d'aménorrhée, ça veut dire qu'elle est au 3e trimestre. Voilà, donc en même temps, on nous dit à la fin qu'elle est hypertendue. C'est l'un des principaux facteurs de risque de HRP. À noter ça dans vos cahiers, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Donc, c'est tous ces arguments qui nous montrent que le diagnostic est HRP. Et en 2, on nous demande de citer les 3 signes cliniques qui vous permettent de confirmer votre diagnostic. Bien sûr, ce sont les métrorragies abondantes de sang noirâtre, la douleur abdominale brutale et intense, l'utérus dur, douloureux, tonique, d'accord, qui est également appelé utérus de bois. En 3, on nous demande quelles sont les 2 principales complications de cette pathologie. Alors, les 2 principales complications de cette pathologie, nous pouvons citer chez la mère. Dans un premier temps, hémorragie grave avec état de choc, bien sûr, parce qu'il y a un saignement qui est là. Si ça continue, ça va conduire à un état de choc. Ensuite, nous avons la coagulation intraveineuse disséminée qu'on appelle CIVD, n'est-ce pas? Et chez l'enfant, ça amène la souffrance fœtale aiguë et ensuite la mort fœtale in utero qu'on appelle MFIU. Vous connaissez tous les sages-femmes, n'est-ce pas? Voilà. On nous dit en 4 comment décrivez la conduite à tenir face à cette pathologie avant les signes de gravité. Alors, la prise en charge comprend 2 points. Une hospitalisation urgence, parce que c'est une urgence. Il s'agit d'une hémorragie qui est là. D'accord?
la mise en condition de la patiente, la surveillance des constantes, la TA, le pouls, la température, la respiration, la pose de 2 voies veineuses de très gros calibre, parce que actuellement, c'est-à-dire il y a un état de choc est la complication la plus suspectible. En ce moment, on aura besoin d'une transfusion peut-être rapide et massive, et en même temps, c'est-à-dire il y a possibilité que la patiente soit prise au bloc pour une intervention chirurgicale ou pour un accouchement d'urgence, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pourquoi nous devons poser en urgence 2 gros cathéters de gros calibre. Voilà. Ensuite, nous allons passer au remplissage vasculaire pour remplacer le sang qui est déjà perdu, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons faire un prélèvement sanguin pour le pré-op. Voilà, les prélèvements sanguins pour le pré-op, les analyses, ce sont NFS, groupe sanguin, Rhésus, d'accord, coagulation, ce sont ces analyses-là, d'accord. Et ensuite, nous allons prévoir du sang qui est compatible. Suspicion d'anémie hémorragique, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons faire une surveillance du rythme cardiaque fœtal pour s'assurer que le fœtus est toujours en vie et qu'il n'y a pas un mort fœtal qui s'est déjà installé. Et ensuite, nous allons faire une surveillance des pertes sanguines et la diurèse. Nous allons également prévoir une oxygénothérapie si nécessaire parce que à cause de l'anémie, n'est-ce pas? Et la préparation de l'accouchement selon l'état materno-fœtal, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Rien de compliqué ici, n'est-ce pas? Voilà. Commençons. Nous pouvons alors commencer les questions de cours. En 1, on nous demande de décrire 8 étapes de gestion active de la 3e phase de l'accouchement qu'on appelle GATPA. Et ensuite, on nous demande en 2 de décrire 3 phases de l'éclampsie. En 3, on nous demande de donner selon l'OMS la définition de la mort fœtale intra-utérine. En grand 2, question de cours. Alors, les 8 étapes de la gestion active de la 3e phase de l'accouchement GATPA, vous savez tous, les sages-femmes, ça commence par 1. Vérifier l'absence d'un deuxième fœtus. Après l'accouchement, bien sûr, il faut vérifier qu'il n'y a pas un deuxième fœtus qui est à l'intérieur de l'utérus, n'est-ce pas? 2. Il faut administrer 10 unités internationales de l'ocytocine en IM dans la minute suivante de la naissance. En 3, on nous demande d'attendre les signes. On peut attendre les signes de décollement placentaire. En 4, réaliser une traction contrôlée du cordon avec appui suspubien. En 5, vérifier le placenta. En 6, vérifier l'intégralité du placenta et des membres. En 7, masser immédiatement le fond utérin. En 8, surveiller le tonus utérin, les pertes sanguines et les constantes maternelles pendant les 2 premières heures. En 2, on nous demande de citer 3 phases de l'éclampsie. Alors, si vous connaissez les phases de l'épilepsie, d'accord, vous pouvez sauter la vidéo, c'est la même chose. Alors, si vous ne connaissez pas, vous pouvez continuer la lecture, ok? Voilà, parce que l'épilepsie, tout comme l'éclampsie, les crises se manifestent de la même manière. Alors, nous avons dans une première phase, la phase d'invasion, qui se manifeste par des pertes de connaissance, une révulsion des yeux, la contracture musculaire du visage, n'est-ce pas? La phase tonique, alors elle se manifeste par une contraction généralisée des muscles, une apnée et du cyanose, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la phase où la personne, c'est-à-dire, et on observe des raideurs, d'accord? La personne se bloque dans une certaine position et trouve des difficultés, voilà, à changer de position, raideur, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, il y a la phase chronique, là où on observe les secousses musculaires généralisées, la morsure de la langue, l'émission possible d'urine et de sel, et se termine par un coma post-critique. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, en 3, on nous demande de donner, selon l'OMS, la définition de la mort fœtale in utérus, MFIU. Selon l'OMS, la mort fœtale in utérus est le décès d'un fœtus avant son expulsion ou son extraction complète du corps de sa mère.
quel que soit le terme de la grossesse, ce décès est confirmé par l'absence de respiration, de battements cardiaques, de pulsations du cordon ombilical et de mouvements musculaires volontaires après l'expulsion. Alors, c'était tout ce qu'il fallait faire pour avoir 20 sur 20 dans ce sujet. Vous avez été nombreux à voter pour ça, raison pour laquelle je l'ai corrigé. Merci.